Nous prouvons déjà preuve archéologique à l'appui que tout ce qui a été écrit sur ce temple était faux. Elle était une mère, une épouse, une reine, une déesse, et nous cherchons à comprendre les conséquences de tout cela. Depuis plus de 2 ans, le tombeau de Cléopâtre, la reine la plus puissante et énigmatique d'Égypte, demeure un mystère. D'innombrables explorateurs l'ont cherché, mais il est resté caché. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues pense l'avoir enfin mise au jour, mais il ne s'agit pas d'une découverte ordinaire. Les indices laissent penser que sa sépulture a été délibérément dissimulée, effacée de l'histoire et peut-être même maudite. Si cela s'avérait vrai, la mort de Cléopâtre ne serait pas celle qu'on nous a toujours racontée. Et ce qui repose sous les sables d'Égypte pourrait bien bouleverser toutes nos certitudes. Tout remonte à la fin tragique de son règne, une série d'événements qui débuta avec la bataille d'Actium, lorsque les portes d'Alexandrie tombèrent. Les dernières heures de Cléopâtre comptent parmi les plus hantées de l'histoire. La ville s'effondrait. Les légions romaines déferlaient sur Alexandrie, jadis le joyau du monde antique. À l'intérieur du palais royal, la panique et la poussière emplissaient l'air. Les gardes se dispersèrent tandis que la défaite se profilait. Cléopâtre, cependant, ne se prépara pas à se rendre. Au contraire, elle courut vers le grand mausolée qu'elle avait fait construire précisément pour ce moment, pour sa mort. Les mains tremblantes, elle ordonna que les portes soient scellées derrière elle. Quelques instants auparavant, elle avait tenu Marc-Antoine dans ses bras tandis qu'il se vidait de son sang. Pour elle, Antoine était bien plus qu'un amant. Il était son dernier rempart, le protecteur de ses enfants, et le seul homme à s'être dressé à ses côtés contre la puissance irrésistible de Rome. Ensemble, ils avaient défié César. Ensemble, ils avaient rêvé d'un nouvel empire capable de rivaliser avec Rome. Mais à présent, ce rêve n'était plus que ruine. Antoine était tombé non pas dans la gloire du combat, mais de sa propre main. Les récits antiques rapportent que Cléopâtre pleura à chaudes larmes, déchira ses vêtements de chagrin et s'enduisit même le visage du sang de son époux. Son histoire ne s'est pas terminée par la reddition, elle s'est terminée par la rébellion, le secret, et peut-être par un tombeau caché qui, après 2 millénaires, commence seulement maintenant à révéler ses secrets. Ces suivantes ont décrit plus tard Cléopâtre comme brisée sous le choc et submergée par le chagrin. L'historien Plutarque raconte qu'elle s'accrocha à Marc-Antoine tandis qu'il s'éteignait, refusant de le lâcher, même après que son corps fut refroidi. Ce fut le dénouement tragique d'une guerre qui avait bouleversé le monde méditerranéen tout entier. Les racines de cette guerre remontent à l'assassinat de Jules César, ancien allié, amant et protecteur de Cléopâtre. Après sa mort, la République romaine se fragmenta en factions rivales. D'un côté se trouvait Marc-Antoine, l'un des généraux les plus fidèles de César qui avait noué une alliance à la fois politique et amoureuse avec Cléopâtre en Orient. De l'autre côté se trouvait Octave, l'héritier légitime de César qui consolidait son pouvoir à Rome. Leur rivalité dégénéra en une guerre civile brutale. Le tournant décisif survint lors de la bataille d'Actium en 30 et 1 avant Jésus-Christ. La flotte d'Octave infligea un coup dur à la marine d'Antoine et Cléopâtre, mais la défaite fut plus qu'une simple défaite tactique, ce fut le chaos. Alors que la bataille faisait rage et que ses navires étaient en infériorité numérique, Cléopâtre ordonna soudainement la retraite vers l'Égypte. Certains pensent qu'elle cherchait à préserver ce qui restait de ses forces. D'autres évoquent la panique. Quoi qu'il en soit, son retrait inattendu plongea la bataille dans la confusion. Déchiré entre son devoir de commandant et son amour pour Cléopâtre, Antoine prit une décision fatidique, il abandonna sa flotte et suivit sa retraite. Après la bataille, le couple se réfugia à Alexandrie, tentant désespérément de reprendre des forces et de se préparer à la tempête qui s'annonçait. Le capitaine de la garde et 3 de ses meilleurs hommes doivent se présenter immédiatement à moi, ordonna Cléopâtre. Ils doivent escorter Césarion hors d'Égypte. Mais vers le milieu du 20e siècle avant Jésus-Christ, tout s'effondrait.
L'armée d'Octave avait envahi l'Égypte et les murs d'Alexandrie tremblaient sous le poids de l'avancée romaine. Antoine se posta hors de la ville préparant une ultime défense tandis que Cléopâtre restait au palais, mettant ses trésors en sécurité et achevant le mausolée qu'elle avait fait construire pour sa propre mort. Leur séparation à la fois stratégique et émotionnelle creusa un fossé entre eux engendrant confusion, méfiance et désespoir. Puis vint le mensonge qui changea tout. La nouvelle parvint à Antoine que Cléopâtre était morte. Certains disent qu'elle avait elle-même répandu la rumeur, peut-être pour tromper Octave, peut-être pour éprouver la loyauté d'Antoine, ou peut-être dans une ultime tentative désespérée pour gagner du temps. Quelle qu'en soit la raison, le message frappa Antoine comme un coup de poignard en plein cœur. La croyant disparue, il dégaina son épée et s'y jeta. Mortellement blessé, il apprit bientôt la vérité. Cléopâtre était toujours vivante. Ses serviteurs le transportèrent ensanglanté et brisé jusqu'au mausolée où elle s'était réfugiée. Alors que les troupes d'Octave prenaient déjà d'assaut, le palais Cléopâtre ne put partir à sa rencontre. On descendit donc des cordes depuis une fenêtre élevée et Antoine fut hissé jusqu'à sa chambre. Là, dans la pénombre du mausolée, Cléopâtre le berça tandis que la vie le quittait. Son sang imprégnait ses vêtements. Ses derniers mots furent des paroles de pardon, ses yeux fixés sur les siens, tandis que le sommet de son monde s'évanouissait. Puis, sur le sol de pierre froide, Antoine mourut dans ses bras. Des témoins affirmèrent qu'à cet instant, Cléopâtre fut transformée. La reine radieuse et autoritaire qui avait jadis défié Rome avait disparu. À sa place se tenait une femme accablée de chagrin, brisée par la trahison acculée et sans issue. Elle savait ce qui l'attendait si elle se rendait. Rome ne lui accorderait aucun répit. Octave, qui allait bientôt devenir Auguste, avait déjà fait traîner, enchaîner des rois et des reines vaincus dans les rues de Rome. Pour Cléopâtre, la dernière pharaone d'Égypte, une telle humiliation serait pire que la mort. Cléopâtre savait que son tour viendrait. Rome la ferait défiler dans les rues, comme un trophée de guerre, une proie vivante. Ses enfants seraient orphelins. Son nom jadis, prononcé avec respect, ne serait plus qu'une simple note de bas de page dans le discours de victoire d'Octave. Elle ne leur accorderait pas cette satisfaction. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans son mausolée avec ses deux plus fidèles suivantes, Eiros et Charmion, et s'est préparée à la mort. Les récits antiques divergent quant à la manière dont elle a mis fin à ses jours. Certains affirment qu'elle aurait utilisé un aspic venimeux dissimulé dans un panier de figues, d'autres se pinsent qu'elle aurait pu une potion mortelle ou porter une lame cachée. La méthode exacte restera peut-être à jamais inconnue, mais le résultat fut le même. Au moment où les soldats romains ont forcé la porte, les portes s'ouvrirent. C'était fini. Les trois femmes étaient mortes. Iraz s'était effondré aux pieds de Cléopâtre. Charmion, à peine capable de tenir debout, avait pris le temps d'ajuster le diadème de sa reine avant de tomber à ses côtés. Lorsqu'un garde romain demanda « Votre maîtresse a-t-elle bien agi ?» Elle aurait murmuré « À merveille, comme il sied à la descendante de tant de rois. » Octave était abasourdi. Il avait juré de garder Cléopâtre en vie, mais il l'avait aussi menacée de chaînes d'humiliation et de déshonneur public. À présent, elle lui refusait son plus grand privilège. Selon l'historien Cassius Dion, Octave ordonna que Cléopâtre et Antoine soient enterrés ensemble avec les honneurs royaux. Ce n'était pas un acte de clémence, mais de contrôle, son ultime démonstration de pouvoir sur le dernier pharaon d'Égypte. Puis ils disparurent. On n'a jamais retrouvé ni tombe, ni sépulture, ni trace de leur corps. L'un des couples les plus célèbres de l'histoire a disparu dans la légende, emportant avec lui 1000 secrets sur les derniers jours de Cléopâtre, ses projets et son héritage. Pendant des siècles, une question lancinante est restée.
Comment la reine la plus emblématique du monde a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Aujourd'hui, de nouvelles découvertes pourraient enfin nous rapprocher plus que jamais de la réponse. Mais avant cette avancée majeure, des générations d'explorateurs ont cherché, creusé et échoué, poursuivant un mystère qui refusait de disparaître. Pendant des siècles, la recherche du tombeau de Cléopâtre n'a mené qu'à des impasses. Ce sarcophage est extraordinaire, a observé un archéologue. Les détails des lèvres du nez sont remarquables, vraiment uniques en son genre. Depuis plus de 200 ans, historiens, explorateurs mystiques et archéologues recherchent la dernière demeure de la dernière reine d'Égypte. La plupart sont repartis bredouilles. Des premiers chroniqueurs islamiques aux érudits modernes, de génération en génération, on a tenté en vain de découvrir la vérité. Les premières spéculations sérieuses sont apparues durant la période islamique lorsque des historiens arabes ont décrit d'anciens palais enfouis sous les ruines d'Alexandrie. Beaucoup pensaient que Cléopâtre était enterrée dans l'une de ces structures royales scellées sous des siècles de pierres effondrées et d'histoires oubliées. Certains de ces récits décrivaient même d'étranges phénomènes dans la région des Lumières inexpliquées, clignotant au-dessus d'anciennes fondations ou des effondrements soudains de murs lors de tentatives de fouilles. « Oh, regardez ici », suggéra un enquêteur. Si la fosse n'est pas très profonde, il pourrait s'agir du passage vers une chambre funéraire. Il est probable que la plupart des érudits aient rejeté ces histoires, mais elles ont persisté, se transmettant à travers les siècles. À la Renaissance, Cléopâtre était devenue une figure mythique. On ne se souvenait plus d'elle simplement comme d'une reine, mais comme d'une sorcière séductrice, mi-déesse, mi-enchanteresse. Les voyageurs européens affluaient en Égypte non pas avec rigueur scientifique, mais avec des récits romantiques et des imaginations débridées. Certains croyaient que son tombeau était gardé par des malédictions. D'autres prétendaient qu'elle pouvait abriter des rouleaux provenant de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Des aventuriers racontaient avoir découvert des passages cachés et des chambres secrètes. Pourtant, à maintes reprises, leurs affirmations furent démenties ou révélées comme des supercheries. Le mythe de Cléopâtre occulta souvent la science. Ce n'est qu'au 19e et 20e siècle que l'archéologie a commencé à remplacer la légende par des preuves. Pourtant, même avec de meilleurs outils, des experts formés et des fouilles systématiques, le tombeau de Cléopâtre restait introuvable. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le plongeur égyptien Kamal Abou El Sadat a orienté ses recherches vers le monde sous-marin. Il explora les ruines submergées du quartier royal d'Alexandrie, l'endroit où se dressait autrefois le palais de Cléopâtre, avant qu'il ne soit détruit par un violent tremblement de terre suivi d'un tsunami. En l'an 365, une catastrophe frappa Alexandrie. Un violent tremblement de terre suivi d'un tsunami engloutit des quartiers entiers de la ville, palais royaux, temples et monuments sous les eaux de la mer Méditerranée. Des siècles plus tard, le plongeur égyptien Kamal Abou El Sadat explora ces ruines submergées. Lors de ses plongées, il découvrit des statues des sphinx et des colonnes renversées, dont beaucoup correspondaient aux descriptions de textes anciens. Il était convaincu d'être proche d'un monument, peut-être même du palais de Cléopâtre, mais ses travaux furent interrompus. L'instabilité politique et le manque de financement en Égypte l'obligèrent à abandonner les recherches, laissant le tombeau de la reine toujours caché. Au début des années 1990, l'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot reprit la mission. En scrutant les eaux d'Alexandrie, il cartographia des parties de l'ancien port et confirma la présence des vestiges de plusieurs bâtiments royaux engloutis par la mer lors de la grande catastrophe de 365. Ces découvertes lui valurent des éloges dans le monde entier et beaucoup pensaient qu'il était sur le point de localiser enfin le tombeau de Cléopâtre. Mais malgré des années d'exploration minutieuse, le tombeau n'a jamais refait surface.
Le quartier royal reste sous les eaux enfouies sous des couches de boue de pierre et des siècles de dévastation. D'autres sites, comme la baie d'Abou Kir et Abou Sir, ont révélé des ruines et des artefacts impressionnants. Mais aucun n'a fourni de lien clair avec le lieu de repos final de Cléopâtre. Avait-elle choisi de disparaître à jamais? Cléopâtre n'était pas une monarque ordinaire. Elle a pris des mesures audacieuses pour convaincre ses sujets et même Rome qu'elle était plus qu'une reine. Elle était l'incarnation vivante d'Isis, la déesse égyptienne de la magie, de la fertilité et de la renaissance. Pour incarner ce rôle divin, Cléopâtre s'habillait et se comportait comme Isis lors des cérémonies publiques. Elle portait les robes de la déesse coiffée de ses cheveux selon des motifs sacrés et apparaissait dans les rituels des temples où le peuple la vénérait non seulement comme une souveraine mais comme une déesse incarnée. Ici, nous voyons l'une des représentations les plus célèbres de Cléopâtre figurée comme Isis elle-même. Dans les portraits antiques et sur les pièces de monnaie, Cléopâtre était souvent représentée avec des symboles sacrés, le disque solaire, les cornes d'une vache, une imagerie puissante directement liée aux dieux égyptiens. Mais il ne s'agissait pas de simples décorations ou de costumes. Cléopâtre incarnait pleinement ce rôle. Elle accomplissait elle-même les rites sacrés, endossant souvent la fonction de grande prêtresse, chose qu'aucune autre reine ptolémaïque n'avait jamais faite aussi publiquement. Elle porta cette image divine encore plus loin lors de l'arrivée de Marc-Antoine en Égypte. Leur rencontre légendaire ne fut pas mise en scène comme un affrontement politique, mais comme une scène mythologique. Les auteurs antiques décrivaient Cléopâtre venant à lui sous les traits de la déesse Isis elle-même à bord d'une barque dorée aux rames d'argent aux voiles pourpres et entourée de suivantes vêtues, comme des cupidons. C'était un théâtre d'une ampleur divine. Le message était clair. Rome ne devait pas la considérer comme une reine à conquérir, mais comme une déesse régnant de droit divin, intouchable et éternel. Plus tard, elle maria Antoine à Osiris, dieu des enfers et époux éternel d'Isis. Ensemble, ils se présentaient non seulement comme des souverains ou des amants, mais comme des dieux renaissants, des divinités destinées à restaurer la grandeur de l'Égypte. Certains historiens suggèrent même que leur mort tragique par suicide faisait partie de cette transformation, un acte final pour fusionner avec le mythe qu'ils avaient incarné. Cette forte identité religieuse a très certainement influencé les souhaits de Cléopâtre concernant ses funérailles. Les croyances de l'Égypte antique autorisaient ce que l'on appelait un tombeau scellé, une chambre sacrée qui ne pouvait jamais être ouverte, même par les prêtres futurs. Il ne s'agissait pas de simples tombes, c'étaient des réceptacles spirituels destinés à protéger l'âme pour l'éternité. Si Cléopâtre se considérait véritablement comme l'incarnation d'Isis, il est probable qu'elle ait choisi un tel tombeau caché scellé et éternel. La longue tradition des sépultures royales en Égypte prit fin avec Cléopâtre. Contrairement à ses prédécesseurs, sa dernière demeure ne fut peut-être pas un tombeau grandiose exposé à la vue de tous. Elle fut plutôt dissimulée au cœur d'un temple sacré d'Isis, loin des regards romains cachés par un rituel et non par hasard. Un lieu qu'il ne fallait surtout pas déranger. De nouvelles découvertes suggèrent que Cléopâtre aurait délibérément choisi un tel site isolé sacré et intimement lié à son identité de déesse vivante. Un tombeau qui resterait caché pendant plus de 200 ans. Certains chercheurs se demandent même si elle l'a conçu non pas pour qu'il soit découvert par des pillards ou par ses ennemis romains, mais par nous, archéologues modernes, dotés de technologies de respect et de la capacité de comprendre véritablement ce qui a été mis au jour. Des indices sur ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de son tombeau circulent depuis des siècles, tant dans les textes anciens que dans les spéculations modernes. Et certains de ces indices sont glaçants. Une possibilité est que le tombeau de Cléopâtre n'ait jamais été conçu comme un lieu de repos, mais comme une chambre funéraire scellée. Un espace rituel où ses suivantes, ses prêtres, voire ses serviteurs réduits en esclavage ont peut-être reçu l'ordre de mourir à ses côtés, non par loyauté,
mais dans le cadre d'un sombre rite religieux. Si cela s'avérait vrai, leur corps pourrait encore s'y trouver tordu d'agonie, aux côtés de leur reine scellés à jamais destinés à ne plus jamais être revus. D'autres craignent une autre histoire, celle d'une profanation du tombeau par des soldats romains. Si cela s'était produit, la chambre aurait pu porter les stigmates d'une insulte délibérée des statues de Cléopâtre, briser son image profanée des graffitis griffonnés sur les murs sacrés des symboles romains gravés près de son corps, ultime acte d'humiliation. Ce n'aurait pas été la guerre, ce serait une vengeance. Il existe une autre théorie encore plus sombre. Certains chercheurs pensent que le site pourrait contenir des preuves de souffrance rituelle, outils brisés, traces de brûlures chaînes, vestiges de rites secrets pratiqués pour protéger l'âme d'une reine déesse. Des textes anciens évoquent des sacrifices de sang pratiqués dans les tombeaux des divinités, des rituels destinés à garantir le pouvoir éternel. Si Cléopâtre croyait véritablement être l'incarnation d'Isis, alors son tombeau porte peut-être encore les traces de ces événements, le sang, la douleur et l'ombre persistante d'une reine qui a refusé de mourir comme une simple humaine. La longue tradition des sépultures royales en Égypte prit fin avec Cléopâtre. Contrairement à ses prédécesseurs, sa dernière demeure ne fut peut-être pas un tombeau grandiose exposé à la vue de tous. Elle fut plutôt dissimulée au cœur d'un temple sacré d'Isis, loin des regards romains, caché par un rituel et non par hasard. Un lieu qu'il ne fallait surtout pas déranger. De nouvelles découvertes suggèrent que Cléopâtre aurait délibérément choisi un tel site isolé, sacré et intimement lié à son identité de déesse vivante. Un tombeau qui resterait caché pendant plus de 200 ans. Certains chercheurs se demandent même si elle l'a conçu pour qu'il ne soit pas découvert par des pillards ou par ses ennemis romains, mais par nous. Les archéologues modernes, dotés de technologie, de respect et de la capacité de comprendre véritablement ce qui a été mis au jour. Des indices sur ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de son tombeau circulent depuis des siècles tant dans les textes anciens que dans les spéculations modernes. Et certains de ces indices sont glaçants. Une possibilité est que le tombeau de Cléopâtre n'ait jamais été conçu comme un lieu de repos, mais comme une chambre funéraire scellée. Une espèce rituelle où ses suivantes, ses prêtres, voire ses serviteurs réduits en esclavage ont peut-être reçu l'ordre de mourir à ses côtés. Non par loyauté, mais dans le cadre d'un sombre rite religieux. Si cela s'avérait vrai, leur corps pourrait encore s'y trouver tordu d'agonie aux côtés de leur reine, scellés à jamais destinés à ne plus jamais s'être revus. D'autres craignent une autre histoire, celle d'une profanation du tombeau par des soldats romains. Si cela se produisait, la chambre pourrait porter les stigmates d'insultes délibérées des statues de Cléopâtre brisées. Son image profanée des graffitis tagués sur les murs sacrés des symboles romains gravés près de son corps, ultime acte d'humiliation. Il ne s'agirait pas d'une guerre, mais d'une vengeance. Une autre théorie encore plus sombre existe. Certains chercheurs pensent que le site pourrait receler des preuves de souffrance rituelle, outils brisés, traces de brûlures chaînes, vestiges de rites secrets accomplis pour protéger l'âme d'une reine déesse. Des textes anciens évoquent des sacrifices de sang pratiqués dans les tombeaux des divinités, des rituels destinés à garantir le pouvoir éternel. Si Cléopâtre croyait véritablement être l'incarnation d'Isis, alors son tombeau porte peut-être encore les traces de ces pratiques. Du sang, de la douleur et l'ombre persistante d'une reine qui refuse de mourir comme une simple humaine. Les angles du tunnel étaient parfaitement symétriques et son sol était constitué de plateformes soigneusement taillées. Sa construction ne suivait pas les méthodes d'ingénierie habituelles des tunnels fonctionnels. De nombreux experts pensent plutôt qu'il avait une fonction symbolique ou religieuse. Son tracé pointe directement vers la mer Méditerranée,
laissant supposer qu'il pourrait mener à une chambre cachée, possiblement scellée sous des couches de terre et de pierre, voire même submergée. Des parties du tunnel se sont effondrées et certaines sections sont remplies d'eau. De vastes étendues restent inexplorées en raison des dangers encourus. Les inondations rendent l'accès difficile et certaines zones sont peut-être désormais complètement submergées. Pour mener leurs investigations en toute sécurité, Martinez et son équipe ont eu recours à des outils de numérisation de pointe. Des robots et des sonars ont cartographié des zones inaccessibles physiquement. Même avec un accès limité, ce qu'ils ont pu examiner a suffi à tout changer. Martinez a suggéré que ce passage était loin d'être fortuit. Elle l'a décrit comme un puits sacré, peut-être une entrée secrète menant à une sépulture royale. Les preuves ont confirmé sa conviction de longue date. Cléopâtre avait délibérément fait construire son tombeau dans un lieu quasi introuvable. La loi égyptienne restreint les fouilles dans certaines zones, protégeant des secteurs pour des raisons de sécurité et de caractère sacré. Certaines de ces zones protégées se situent directement sur le tracé prévu du tunnel. Martinez a toujours respecté ses limites légales, mais elle l'a clairement fait savoir. Ce tunnel pourrait être la dernière voie menant à Cléopâtre elle-même. Peu après sa découverte, d'étranges rumeurs ont commencé à circuler. Selon des sources non confirmées, Martinez aurait reçu des avertissements. Des proches de son équipe ont affirmé qu'elle avait été sommée d'interrompre immédiatement tous les travaux de fouille. Certains disent même qu'elle a reçu des messages anonymes lui ordonnant de quitter les lieux sur le champ. Ces menaces étaient, semble-t-il, sérieuses et ne provenaient pas du gouvernement égyptien, mais d'individus ou de groupes inconnus. Les messages avertissaient que certains secrets n'étaient pas destinés à être découverts ou que ces découvertes pourraient modifier l'histoire d'une manière que certains n'étaient pas prêts à accepter. Malgré ces avertissements, Martinez a persisté. Selon certaines sources, elle bénéficiait du soutien de hautes responsables qui avaient confiance en son travail. Ils estimaient que la vérité avait été dissimulée trop longtemps et lui ont fourni les ressources nécessaires pour continuer. Malgré tout, l'équipe a procédé avec prudence. La sécurité a été renforcée, l'accès au site est devenu plus restreint et seul un petit nombre de personnes de confiance ont été autorisées à s'approcher du virage du tunnel le plus proche de la mer. Ce qui s'est passé ensuite reste inconnu. Des informations divulguées font état d'une découverte extraordinaire dans une chambre secrète reliée au tunnel. Martinez a refusé de commenter directement et les déclarations officielles ne confirment ni n'infirment ces affirmations. Mais de multiples sources affirment que la chambre contenait quelque chose de si étonnant qu'il a stupéfié même les membres les plus expérimentés de son équipe. Quelle que soit la vérité, cette découverte a tout changé. Et le silence des autorités n'a fait qu'épaissir le mystère, laissant le monde entier s'interroger sur les secrets qui se cachaient au bout du chemin longtemps dissimulé de Cléopâtre. Cela laisse supposer que quelqu'un d'autre a pu découvrir cet endroit bien avant nous, quelqu'un qui a percé le secret et a délibérément choisi de le recouvrir à nouveau. Plus troublant encore est l'absence de toute tombe clairement marquée ou de vestiges identifiables. Aucun ossement humain correspondant à celui de Cléopâtre ou de Marc-Antoine n'a été découvert et aucun tombeau ne porte leur nom. Les experts se posent désormais de sérieuses questions. Leurs véritables restes ont-ils été déplacés il y a des siècles, enfouis plus profondément dans la structure ou entièrement détruits? Quelle que soit la vérité, le symbolisme, les œuvres d'art et les éléments rituels ne laissent guère de doute. Cléopâtre était présente ici. La découverte elle-même n'a pas été officiellement confirmée. Martinez est resté silencieux quant aux découvertes faites dans la chambre. Et la pensée la plus glaçante est peut-être celle-ci. Quelqu'un a découvert ce tombeau avant, nous a tenté d'en effacer le sens et s'est assuré qu'il reste caché. Il semble que le monde n'ait jamais été destiné à le voir. Malgré son importance, le tombeau n'a pas fait la une des journaux internationaux. Aucune annonce officielle, aucune conférence de presse, aucune photo vérifiée, seulement des rumeurs, des fuites
et des sources anonymes. Pourquoi ce silence? De nombreux experts pensent qu'il est délibéré. Il est possible que de puissantes institutions se contrôlent la diffusion de l'information, la filtrent, voire bloquent la publication des éléments découverts. Les sensibilités religieuses jouent probablement un rôle. Le tombeau contiendrait des images de Cléopâtre en déesse et des preuves de suicide rituel. Pour certains, cela pourrait être considéré comme blasphématoire ou spirituellement dangereux. Les murs profanés ne font qu'attiser les tensions. Les considérations politiques entrent également en ligne de compte. Si le site recèle véritablement des preuves symboliques de la divinité de Cléopâtre et de la tentative de Rome de l'effacer, il remet en cause des siècles de récits historiques. Rome l'a dépeinte comme une séductrice dangereuse et non comme une reine divinisée. Révéler le contraire pourrait susciter l'indignation des historiens traditionnels et même compliquer les relations diplomatiques avec les pays attachés à l'héritage romain. Les considérations pratiques entrent également en ligne de compte. Le tombeau pourrait être instable sacré ou encore faire l'objet d'études. Toute annonce prématurée risquerait d'entraîner des dommages irréversibles ou des complications juridiques au regard de la législation égyptienne sur la conservation du patrimoine. L'hypothèse la plus inquiétante pourrait venir de sources internes. Plusieurs sources indépendantes indiquent que les archéologues, les responsables culturels et les chercheurs privés n'ont bénéficié que d'un accès limité. Et ce qu'ils ont vu a été considéré comme culturellement dangereux. Non pas physiquement dangereux, mais dangereux pour la compréhension de la véritable identité de Cléopâtre. Que pensez-vous de cette découverte? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.